je peux faire le deuil du lien, c'est-à-dire en tout cas du moyen physique ou de la solution. Par contre, ce que je ne peux pas faire le deuil, c'est du besoin, si ça satisfait. Donc là, on parle d'amour. Là, ce qui peut se passer, c'est que je peux faire le deuil, parce que là, et encore, je pense qu'il y a d'autres solutions, mais je peux le deuil de la présence physique de la personne, parce qu'elle n'est plus là, parce que son corps n'est plus là. Mais je ne peux pas faire le deuil de la personne et de l'amour que j'ai pour cette personne. Par contre, ce qui va compter, c'est comment je vais l'accompagner à vivre une qualité de relation avec finalement sa mère qui est partie. Et donc, ce que je peux raviver, c'est de célébrer, c'est honorer en permanence l'amour que j'ai même pour un être disparu. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour à toi, Merci d'avoir accepté l'invitation. avec grand bonheur. Merci. Comment tu te sens? Je me sens, je me sens excité. J'ai le cœur qui palpite et parce que voilà, je suis content d'être avec toi pour ce moment. Et puis voilà, je suis curieux de savoir voilà, les questions que tu vas me poser, ce que tu veux que je partage. Et voilà, je le ferai avec passion, j'espère, et avec grande joie. Je n'ai pas de doute. Jean-Jacques Oui, Verger, fondateur de l'école EFPNL, EF Coaching, à la fois coach, formateur, thérapeute et aussi médiateur. C'est beaucoup, non? oui, ça en fait des casquettes, hein. Franchement, Ouais, oui. ouais. En fait, c'est ça, c'est que c'est plusieurs identités de rôle. Et en fait, ce qui est intéressant en t'entendant et les énumérer, c'est elles ont toutes leur lieu d'exister et en même temps, elles ont toutes leurs contributions à des niveaux différents. Et que c'est pour ça que les casquettes, eh bien, elles se multiplient. Parce qu'en fait, on a des tas de facettes, je trouve. En tout cas, de mon côté, je les ai découvertes au fil du temps. Et ces facettes, en fait, on a envie de les faire évoluer, de les enrichir, quoi. Voilà, donc du coup, De l'école? c'est pas fini. De l'école Ah oh, EFPNL? oui, de l'école, de l'activité aussi en dehors de l'école, de la vie en général. Et en tout cas, de l'école, oui, l'école a démarré en 1er avril 2011. Ah oui. C'était un beau poisson d'avril, euh, après une reconversion. Mais c'était le début de la PNL d'abord, et puis après, ça s'est enrichi de beaucoup d'approches, parce que, comme ça a été le cas dans ma carrière professionnelle, l'entreprise ou ce que nous faisons est à la hauteur, je pense, de l'individu dans son évolution. Donc au fur et à mesure que j'ai évolué, j'ai fait évoluer mes casquettes. Alors, petite précision, moi je t'ai connu en tant que formateur, du coup. Mm, Notre rencontre, c'était lors de ma formation à l'hypnose. mm, On voulait l'art de Jean-Jacques, l'art de l'hypnose, mais celui de Jean-Jacques. Et on sait que dans ce genre de discipline, le formateur, comment dire, est un élément important dans ce qu'on apprend, dans ce qui nous a été transmis. Ma question par rapport à l'hypnose, quand je parle de l'art d'hypnose par rapport à Jean-Jacques, pour toi, qu'est-ce que c'est l'hypnose? Tiens, mm. on va partir comme ça. Qu'est-ce que c'est l'hypnose pour toi? Qu'est-ce que c'est l'hypnose? Waouh, vaste champ. En fait, pour moi, ce qui me vient comme ça, Oui. c'est l'hypnose, c'est vraiment la rencontre entre de grandes parties, si on peut dire de nous, la partie qu'on appelle consciente et la partie inconsciente. Mais plus que ça, en fait, c'est l'accès à un univers euh, qui est grandiose parce que, en fait, ça m'a fait découvrir, si je parle d'abord de mon expérience personnelle et Oui. après de ma pratique en tant qu'accompagnant et formateur, ça m'a fait découvrir, en fait, que ce qui est ici et maintenant n'est qu'un reflet de tout ce qu'on a vécu avant, toutes nos expériences, tous nos programmes, toute l'hérédité aussi. Ça peut aller au transgénérationnel, ça peut aller aussi aux origines du monde. Et qu'effectivement, avec le conscient, la volonté, le vouloir, le contrôle, oui, c'est une partie. Et en même temps, parfois, le conscient, il veut quelque chose et l'inconscient, il dit, écoute, je suis désolé, mais viens me voir parce que tu comprends pas la vie, tu comprends pas pourquoi je fais ci, je fais ça. Et du coup, l'inconscient a une vision beaucoup plus systémique, c'est-à-dire une vision beaucoup plus globale, fait des liens. C'est l'univers tout entier qui est à l'intérieur de nous. Euh, je suis en train de faire un lien parce que je suis aussi suivi dans des méthodes énergétiques comme la Oui. trame et autres. Et en fait, c'est tout un univers qu'on a à l'intérieur. Et donc, approcher les situations rien que par notre conscient,
c'est pas mal non plus, hein, c'est bien. L'idée, c'est que l'hypnose est un pont entre le conscient et l'inconscient. C'est faire du et, en fait. Et que le conscient peut vouloir quelque chose, et donc va satisfaire un certain nombre de besoins. Mais en même temps, l'inconscient, lui, il s'occupe de nous pour que on satisfasse aussi d'autres besoins. Et l'idée avec l'hypnose, c'est de faire du et, ne pas opposer ces deux mondes, mais au contraire les relier et en quelque sorte célébrer, honorer tout ce qu'on a vécu et tout ce que les générations passées ont vécu, qui fait que on existe, on est là, et que l'hypnose nous permet d'accéder à ce monde-là avec beaucoup de paix. En fait, c'est comme si on accédait à quelque chose où on veut être conscient, mais en allant dans l'inconscient, on prend conscience de ce qui était inconscient, Inconscient, oui. et du coup, notre conscience est beaucoup plus riche, et du coup, ça nous ouvre à, qui me touche beaucoup parce que c'est quelque chose qui est parmi mes valeurs principales, à la liberté. En fait, la liberté, la possibilité de faire le meilleur choix possible à chaque instant, et que du coup d'être dans l'ici et maintenant avec un accès à tous les choix possibles, toutes les libertés possibles, se réaliser. Et en fait, l'inconscient nous fait comprendre que ce qui soi-disant te bloque et qui serait un problème, ça peut être le tabac, ça peut être des comportements, des pensées, etc., en fait, sont au service de quelque chose. Et le Mm. service, c'est ton inconscient va te dire, viens me voir, je vais t'expliquer. Et je vais te dire pourquoi j'ai mis ça en place à un moment donné dans ta vie. Tu vois ça comme un problème et en même temps, c'est une solution. Déjà, pour la première chose, c'est d'assurer ta survie. Et l'inconscient, la première chose qu'il fait, hein, puisqu'on a le cerveau reptilien, etc., c'est d'assurer notre survie. Donc c'est vraiment d'aller voir en hypnose cette partie, ou les parties de nous, parce qu'on sait qu'on a plusieurs parties. Si on mettait ça dans une grande valise l'inconscient, mais il y a beaucoup de parties, eh bien c'est d'aller à la rencontre de soi pour découvrir en fait c'est quoi les missions qui sont derrière toutes ces parties de nous, et du coup qui nous font découvrir toutes nos belles facettes, tout notre univers. Voilà. Très bien, merci. Il y a deux points que j'aime beaucoup, c'est le et non pas le ou, Ouais. parce qu'on peut être entier dans sa globalité. Et le deuxième point, c'est le fait que l'inconscient n'est pas là contre nous, mais pour nous justement et pour notre protection. Si je dois réexpliquer ça d'une manière un peu plus simple, c'est comme on le dit souvent, hein, on va pas y aller non plus dans tout ce qui est neurosciences et compagnie, que le conscient c'est 5% dans notre vie et que l'inconscient c'est plus de 95%. C'est un peu comme le mode pilote automatique, c'est bien. Donc je disais que la plupart des personnes ne savent pas en fait, ne sont pas au courant de ce fameux inconscient, subconscient, et sont là dans le vouloir. Ils ont plein de rêves, plein de projets, plein d'objectifs. Sauf que ce n'est pas facile pour tout le monde. Je le disais dans une ancienne vidéo. Quand moi-même, je suis rentrée dans ce monde, en tout cas de thérapie, hypnose et compagnie, je me disais, il y a deux personnes. On va parler projets, elles ont les mêmes projets, on se retrouve dans les mêmes situations, mais elles n'ont pas les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qui fait que l'un, il réussit, l'autre, il ne réussit pas? C'est là que la quête de soi et de la réussite, entre parenthèses, a commencé. Et c'est là que j'ai découvert justement l'hypnose et que c'est une des portes par lesquelles on peut rentrer dans notre inconscient, trouver les réponses, trouver les solutions et débloquer des situations. C'est comme ramener les personnes à se réaligner avec qui elles sont vraiment. Parce qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes programmations. D'où d'ailleurs le fait qu'on n'a pas tous les mêmes résultats. Et là, quand on rentre dans l'inconscient de tout un chacun, moi, lors des voyages que je fais, enfin des accompagnements que je fais, les voyages, ils sont juste hors du commun, quoi. Plus que magiques, riches. Et les retours, ils sont époustouflants, je dirais. Ma question, c'est, par rapport à ton école, l'histoire, ça a commencé quand et comment et surtout pourquoi? En fait, l'école, elle a commencé sans exister. Je pense que c'est un peu comme si j'avais une comparaison à faire. Quand les parents vont avoir un enfant, l'enfant existe déjà chez le père et la mère, mais ils savent pas encore, et puis un jour la rencontre se fait. Moi, j'imagine très bien que l'école, même si je dis le 1er avril 2011, la date, je dirais, de dépôt, un peu comme on donnerait
euh, déclarer la naissance de son enfant. En fait, je pense que ça a existé depuis tout petit. Tout petit, parce que très rapidement, en fait, j'étais en collectivité et très rapidement dans le sport, je faisais du football, je jouais en équipe et on grandissait ensemble. Donc il y a vraiment cet esprit de famille, l'esprit de soutien, l'esprit de s'encourager, l'esprit de se comprendre, l'esprit de s'accompagner, de s'aider les uns les autres. Et ce qui fait qu'on avait de très bons résultats. Puis après, ben, très rapidement, euh, j'ai voulu faire infirmier, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de temps pour discuter avec les patients dans ce cas-là. Hein. Après, j'ai voulu tenter des expériences pour accompagner les personnes avec d'autres approches, mais voilà. Et puis après, je suis allé dans le management. Et le management m'a montré qu'en fait, j'étais là et que ma mission, c'était vraiment d'accompagner les personnes dans leur développement. Alors, au départ, c'était dans les cosmétiques. J'ai travaillé 19 ans dans les cosmétiques, chez Shiseido, chez Sisley et le groupe Estée Lauder Clinique. Donc, un poste de commercial, puis grand compte, responsable régional, directeur régional, directeur commercial. Donc cosmétiques, mais du coup, les cosmétiques, je dirais, et avec beaucoup de joie, hein, mais c'est quelque chose qui se met sur la peau et puis voilà, qui contribue à notre bien-être. Et puis, en fait, petit à petit, avec mon évolution, j'étais plutôt dans le bien-être à partir de l'intérieur. Mhm. Puisque moi-même, évoluant, je me suis fait accompagner en thérapie. J'ai découvert aussi du coup la PNL, c'était ça une de mes premières approches. Après, je me suis intéressé à l'analyse transactionnelle, la systémie, l'approche de Carl Rogers, la processcom, enfin voilà, beaucoup d'outils qui m'ont fait découvrir qui j'étais, avant tout, plus après comment je pouvais mieux communiquer avec les personnes, et les accompagner, comprendre leur monde. Voilà. Et puis après, bah, ça a été la rencontre avec Vincent Lénart en 2006, la formation de coach, qui a été vraiment là un changement majeur Ok. à plusieurs niveaux. Donc ça, on pourra en reparler si ça t'intéresse. Mais voilà, donc du coup, petit à petit, bah, je me suis dit, ouais, là, je suis prêt à contribuer. Après, ça a été aussi la rencontre avec des mentors qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu. Et du coup, je me dis, bah, je me lance, ça y est. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais fait une école de chef d'entreprise pendant 4 mois à l'IRCE comment dire, à Aix-en-Provence, et il fallait faire des études de marché, etc. Et si vraiment je remplissais tout ce qu'on me demandait à l'époque, j'aurais pas créé mon entreprise. En fait, ce qui a fait que je l'ai faite, c'est le cœur, la passion. Je dis, mais ça résonne, j'y vais. Et très rapidement, en fait, l'école a décollé, quoi. Parce que c'était juste. Je pense que quand c'est juste, l'univers nous récompense, nous renvoie notre contribution. C'est beau. Donc, si on a un message à transmettre aujourd'hui à des personnes qui ont envie de se lancer, ça serait quoi? Bah, se lancer à partir du cœur, à partir après aussi, bien évidemment, éventuellement, s'il y a des résistances, ce qu'on appelle des résistances, même si je n'aime pas ce mot, parce qu'on ne résiste pas pour moi, c'est juste qu'on n'a pas pris en compte une partie de nous qui veut contribuer à quelque chose qu'on ne sait pas, d'où par exemple l'hypnose ou d'autres approches énergétiques ou autres. Hein. Je ne prône pas que l'hypnose, puisque j'ai une approche très intégrale, mais en tout cas, d'aller chercher la bonne raison pour laquelle je ne fais pas ce qui me semble juste ou ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être parce que je réponds à papa, à maman, à grands-parents, à des lignées. Voilà, moi j'ai fait aussi des constellations familiales qui m'ont, qui m'ont révélé des choses de mon arrière-grand-père que j'aurais jamais pu savoir. Et bien évidemment, parfois, par loyauté, par fidélité, etc., etc. Ben, voilà, une fois qu'on a compris ça, on a nettoyé ça, on a réparé ça, eh ben, on se sent plus libre pour que le cœur puisse s'exprimer. Donc, et puis après, ben, tenir compte en quelque sorte, et où est la réalité? Là, je me pose la question, mais la réalité, comme on dit, du marché, la réalité de la demande et autres. Mais bon, tout ça, j'en doute encore, parce que la plupart des belles contributions qui existent, c'est pas des choses qu'on pouvait imaginer, c'est des choses que les gens ont cru, ont créé, et ont amené des révolutions et des évolutions. Voilà, donc son cœur avant tout, et qui on est. C'est pour ça que je pense que tout ce qui permet d'être une approche, d'être dans sa lumière, d'être vraiment soi, dans ce pourquoi on s'est incarné. Hein. Donc, on sait qu'à la troisième semaine, hein, 22e jour du bébé, le cœur se met à battre. Et là, il y a est-ce que je choisis de m'incarner? Et effectivement, après, est-ce que je suis accepté, est-ce que je suis désiré ou pas? Mais je choisis de m'incarner parce que même la mère ne sait parfois pas qu'elle a un bébé.
Donc c'est quand même le bébé qui décide de s'incarner. Et s'il s'incarne, en tout cas s'il existe, c'est qu'il a une mission. Donc s'il peut retrouver sa mission originelle, alors tout peut bien se passer, bien évidemment. Et tout s'aligne. Tout s'aligne. Donc tu rajoutes une information par rapport à ces deux personnes qui ont le même projet. Il y en a une qui a réussi, l'autre elle ne réussit pas, que peut-être que la première, parce qu'elle est alignée, et c'est un projet du cœur, et que l'autre, les intentions ne sont pas forcément, on va dire, les bonnes pour cette personne. Ouais. Que peut-être tout simplement aussi ce n'est pas Ouais. son chemin. Oui, là pour te rejoindre, je dirais de mon point de vue, c'est dans mon cœur et parce que c'est aligné, c'est ce pourquoi je suis là. C'est pas forcément évident, hein, savoir Oui. aussi le clarifier. Mais l'autre, c'est parce que je m'oublie encore pour quelqu'un, pour plusieurs personnes. Ça peut être pour les parents, encore une fois, pour les grands-parents, pour les lignées, pour une part de l'humanité. On le voit dans les constellations familiales ou autres, quand on voit que par exemple malheureusement, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont connu la guerre et autres, suivant ce qu'ils ont vu. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des morts et autres. Et il y a des personnes qui peuvent en permanence regarder par terre parce qu'elles sont en contact avec les morts de leurs arrière-grands-parents, etc. Et quand on répare, on libère ça, ben ça permet de vivre sa vie. Et là, on est aligné. Sinon, on remplit la mission de quelqu'un d'autre ou on s'empêche de vivre au nom de quelqu'un d'autre. Ça résonne parce que presque 90% des personnes que j'accompagne, des femmes, elles sont toutes dans le sacrifice, le don de soi pour l'autre, pour la famille, les parents, les enfants, le mari. Et oui. Certaines personnes qui grandissent avec cette carte, tu dois te sacrifier pour, parce que ta mère, elle a fait pareil, ta grande sœur, elle a fait pareil. Je parle bien vraiment au nom des femmes que j'accompagne. C'est pas global, c'est pas général, c'est pas tout le monde, mais ça en fait partie. Et du coup, vu que la femme, elle sacrifie, donc en gros, c'est comme si elle attend aussi un retour. Elle va sortir la carte de la victime, j'ai sacrifié ma vie pour toi, donc tu me dois quelque chose. Donc en gros, il y a ce lien d'obligation en fait. Je t'ai donné, donc tu dois me rendre. Sauf que l'autre, il n'a rien demandé, il n'est pas dans l'obligation de rendre, entre parenthèses. Donc on le fait culpabiliser, on fait souffrir la personne qui donne, parce que le don de soi, ce n'était pas parti depuis le cœur, mais depuis l'obligation. Oui. Je sacrifie ma vie pour faire plaisir ou je vis pour l'autre. Oui. Des fois, on le fait consciemment, des fois, c'est inconscient. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est inconscient. Pour te rejoindre aussi, c'est incroyable comment l'enfant, toutes les études le montrent, hein, comment l'enfant, au nom de l'amour pour ses parents, même s'il est bien traité, maltraité, et encore une fois, même s'il est maltraité, pour moi, dans ma vision, c'est qu'est-ce qu'ont vécu les parents, qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire aussi. Hein, donc, on le sait, tu as fait l'école, on a une vision où, moi j'ai rencontré ça avec Vincent Lénard de l'époque, nous sommes tous des princes et des princesses, nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres fondamentalement OK, comme on dirait en un instant réactionnel. Mais parfois, on a la grenouille, le crapaud, l'ego, tout ce qu'on a parfois voilà, acquis. Mais ce qui se passe, c'est que l'enfant, lui, déjà, dans sa nature profonde, il fera tout pour ses parents. Ouais. Et il fera tout pour que ses parents éventuellement restent ensemble, tout pour être aimé pour ses parents, tout pour réparer les blessures aussi de ses parents et autres. Donc il y a vraiment quelque part, quand on regarde, peut y avoir à la fois la souffrance, et en fait, il y a aussi la beauté de l'humanité qui fait que nous sommes des êtres de lien. Ça, Marshall Rosenberg, on en parle beaucoup en CNV, communication non violente. Nous sommes des êtres de lien, des êtres de contribution, des êtres qui n'avons finalement comme envie que de rendre la vie plus belle à chacun d'entre nous. Mais parfois, je peux aussi me victimiser ou m'oublier pour exister. Un des besoins fondamentaux qu'on identifie aussi en CNV, pour exister au nom de l'amour. Et donc, par amour, je peux me sacrifier. Et c'est là où, comme tu le disais, consciemment, je le fais, ou inconsciemment. Mais si je le fais inconsciemment, ça vaut le coup, je le découvre pour après le dire, ok, je fais le choix. Et ça peut devenir une mission, mais ce n'est plus un sacrifice. Ça devient une mission, par exemple, de prendre soin de son prochain, prendre soin de son enfant, prendre soin de quelqu'un qui est Alzheimer, etc. Mais ce n'est plus je ne suis plus victime de la situation. C'est ça. Je fais le choix de. Je fais le choix de. Ça, c'est quelque chose qu'on reformule souvent, qu'on invite souvent en formation, dès qu'il faut, je dois. C'est comment je peux le retraduire en je choisis de. Pour reprendre ma responsabilité. Oui. Et ça me fait penser, comme tu disais,
sauveur ou autre. Bon, on parle beaucoup en Oui, formation oui, du oui, on triangle l'entend. dramatique, Mm. persécuteur, sauveur, victime. Et tout ça, en fait, on le voit aussi dans d'autres approches, comme le neurotraining auquel je me forme en ce moment, qui peut être dans les méridiens, le vaisseau conception, c'est tout ce qui est effectivement confusion, comportement compulsif. Et donc, dès qu'on rentre dans euh, ces triangles dramatiques, en fait, c'est plus fort que nous. On a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et donc, quand on n'a pas le choix comme ça veut dire que ça répond à un pilote automatique, ça répond à des programmes inconscients. Et que même si on veut, en fait, on le voit bien dans les triangles dramatiques, ça sera plus fort que nous, le jeu psychologique va revenir. Parce que derrière, si on rejoint les besoins fondamentaux, c'est j'existe. Et l'enfant, il existe soit par le soin, soit par la violence, mais il existe. Et toute la violence qui peut exister, c'est une façon d'exister. Donc je peux exister par la paix, mais je peux exister par la violence. Mais le besoin fondamental, c'est exister, ce qu'on appelle les signes de reconnaissance, analyse transactionnelle, euh, ce que l'hospitalisme de Spitz a mis en avant, hein, ces enfants euh, qui, euh, qui étaient dans des orphelinats, Mm. etc., et donc qui n'avaient pas de contact, qui n'avaient pas de toucher. Hein. Donc si je n'ai pas le contact, je n'ai pas le toucher, je n'ai pas la connexion, je ne peux pas grandir. Donc je vais aller la rechercher. Il y a un Oui, très bon livre qui s'appelle La puissance des liens, où il y a Boris Cyrulnik, Christophe André, tout ça qui en parle de notre conception, et même avant, hein, jusqu'à oui, notre décès, en tout cas notre mort physique. En fait, ce qui nous fait vivre, c'est les liens, les liens, les liens, les liens. Et tu sais combien, dans l'école, en fait, c'est mon concept de base, c'est que tout est un lien, et que quelqu'un qui fume, c'est un lien avec une cigarette, quelqu'un qui a un feutre, c'est un lien avec son feutre, quelqu'un qui a une voiture, c'est un lien avec sa voiture, la maison, c'est un lien avec sa maison, etc. Et tout ça, en fait, c'est des liens. Nous sommes oui. des êtres de liens. Et ça veut dire que si je suis en lien avec quelque chose, une pensée, un comportement, une émotion, quoique, ça répond à un besoin. Et Oui. donc, ce qui est beau, c'est d'aller voir la beauté de l'être humain, quel que soit son choix, ce qu'il fait, pour aller voir en fait qu'est-ce qu'il cherche à faire exister à l'intérieur de lui. C'est beau. Et là, en parlant de lien, la dernière fois, on a parlé du deuil, de la courbe du deuil en tout cas. Mm. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu as dit, on ne fait pas le deuil, on vit le deuil. Mm. C'est-à-dire, et je t'ai donné comme exemple une fille qui m'a dit, enfin, qui a du mal à suivre, entre parenthèses, une thérapie pour pouvoir s'en sortir parce qu'elle en souffre, parce que pour elle, faire le deuil, c'est oublier sa mère. Mm. Donc elle est restée coincée dans la douleur parce que si elle s'en sort, c'est-à-dire j'oublie ma mère, sauf que elle Mm. ne peut pas. Et quand on a échangé, c'est par rapport au fait tu ne vas pas faire le deuil, mais tu vas vivre le deuil, Mm. en fait ça 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 change tout. change tout. En fait, c'est enfin, mon parallèle là où j'en suis venu avec le temps, mais je, 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 je- je prends la responsabilité de penser ce que je pense et Oui, de la façon dont je vois les choses. Car en fait, finalement, tout est carte du monde, tout est croyance. C'est que pour moi, on peut faire le deuil d'une stratégie, c'est-à-dire d'un moyen, d'une solution. Donc, par exemple, je peux faire le deuil d'une voiture, je peux faire le deuil d'un appartement, je peux faire le deuil de la cigarette, ce qui est la bonne chose si on a envie de s'arrêter de la cigarette. Donc, je peux faire le deuil du lien, c'est-à-dire en tout cas du moyen physique ou de la solution. Par contre, ce que je ne peux pas faire le deuil, c'est du besoin que ça satisfait. Donc là, on parle d'amour. oui, Là, ce qui peut se passer, c'est que je peux faire le deuil, parce que là, ben, et encore, je pense qu'il y a d'autres solutions, mais je peux le deuil de la présence physique de la personne, parce qu'elle n'est plus là, parce que son corps n'est plus là. Mais je ne peux pas faire le deuil de la personne et de l'amour que j'ai pour cette personne. Par contre, ce qui va compter, c'est comment je vais l'accompagner à vivre une qualité de relation avec finalement sa mère qui est partie. Et donc, ce que je peux raviver, c'est de célébrer, c'est honorer en permanence l'amour que j'ai même pour un être disparu. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais ça veut dire en fait que je me reconnecte à la beauté de l'être que je suis, qui est que si je suis triste, et je dirais même que la hauteur de ma tristesse, de ma mélancolie, de mon malheur que je vis, est à la hauteur de l'amour que j'ai pour cette personne. Et à ce moment-là, ça veut dire que là, ça m'indique où est-ce que tu en es dans la qualité du lien que tu entretiens avec cette personne qui est disparue ou pas. En fait, c'est ça. Et donc là, tu es en train de vivre. Donc du coup, vivre le deuil, c'est je remets et je vais vivre de l'amour avec cette personne
qui compte dans ma vie, qui a compté et qui continuera de compter. Et comme on le dit, il n'y a personne qui peut le remplacer. Donc on retrouve la logique du et pas du ou. Souvent, quand on dit faire le deuil, on voit la courbe du deuil, donc qui est le choc, le déni, le marchandage, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, cadeau caché, etc. Et je donne souvent cet exemple, par exemple, quand moi je suis parti de ma société, je suis parti parce qu'il y avait un différend avec mon manager, et donc je lui dis, bon, je pars, je m'en vais. Donc, des années après, on peut dire, ah, mon cadeau caché, c'est que j'ai pu créer mon entreprise grâce au fait que en fait, cette mésentente se soit passée avec mon dirigeant parce qu'on n'était plus en accord sur la stratégie, sur les fondamentaux, etc. Pas tout à fait ça, en fait. Je dirais que le cadeau caché, c'est que si j'avais à regarder, c'est que, en fait, le cadeau caché que je gagne, c'est que cette expérience m'a permis de me reconnecter à la liberté à laquelle j'aspirais. La liberté, la créativité, la contribution. Car ma société, en fait, ESPNL, euh, et d'ailleurs de ce qui m'arrive dans ma vie, parce que parfois on est un peu confronté à des situations qui nous font évoluer, la casquette de créateur d'entreprise, en fait, c'est une relation à une fonction. Je ne suis pas à ma fonction. Par contre, j'ai une relation à mon métier. Et mon métier, qu'est-ce qui vient satisfaire? Donc, chef d'entreprise, créateur d'entreprise, ESPNL, ça vient satisfaire quoi? Ça vient satisfaire la liberté, ça vient satisfaire la contribution, ça vient satisfaire prendre soin, ça vient satisfaire chaque jour tenter de rendre la vie des gens plus belle. Donc c'est ça le cadeau caché. C'est pas le fait que j'ai créé une entreprise, le cadeau caché de l'événement, c'est que l'événement, j'ai vécu cet événement pour qu'il vienne me révéler, à partir du moment où je me mets en conscience, soit seul, soit accompagné, pour dire cet événement, il vient me dire quel message tu as à comprendre. C'est que là, en fait, on t'offre la possibilité d'accéder à tes besoins essentiels. C'est pas l'événement, c'est les besoins. Donc, ce qui va faire que je vis le deuil, c'est que je me remets vivant avec les besoins que vient faire émerger cet événement, ce choc, etc. Mm. Je ne sais pas si je suis clair. C'est Hein. Donc, subtil, c'est clair. c'est vivre en fait le deuil. Vivre le deuil, c'est redevenir vivant en fait. Tout simplement. Quand j'ai une anecdote comme ça très touchante, parce que je me suis formé à la pleine conscience. Mm. Et quand je me reconnecte à ça à chaque fois, ça me touche. J'avais donc j'ai fait une retraite de pleine conscience avec Datfan et puis une femme, Véronique, docteur, qui accompagnait les personnes en fin de vie. Et je m'intéressais du coup à me dire à la mort, parce que la mort, et par rapport à mon profil énéagramme aussi, parce que je fais l'énéagramme profil 7, euh, donc qui est plutôt le plaisir, goûter à la vie au maximum, etc. Ma peur peut être la rencontre de la souffrance, de la contrainte. Donc la mort me faisait travailler. Et du coup, je dis, tiens, il faut que j'aille vraiment en rencontrer. Qu'est-ce que ça dit la mort pour moi? Qu'est-ce que ça dit cette souffrance? Car pour moi, le feu de la souffrance, c'est aussi la lueur de l'éveil. Mm. Donc je cherchais de l'éveil à ce moment-là, en tout cas de la compréhension profonde, comme dirait Thich Nhat Hanh. Donc je suis parti là et j'ai côtoyé des gens qui avaient perdu des enfants. Je me suis dit, ouais, c'est quand même, entre guillemets, des fois, l'esprit se compare et il dit, c'est pire quand même ce qu'ont vécu les gens. Oui. Et en même temps, non, parce que c'est mon histoire, c'est leur histoire. Il n'y a pas pire ou moins, c'est moi j'ai besoin de travailler de ça. Donc qu'est-ce que ça vient de dire de moi? Et puis on fait une marche en pleine conscience, on arrive à un bâtiment où les propriétaires avaient leurs parents avec toute leur histoire. Il y avait des tableaux et il y avait les urnes de leurs parents. Je vois les urnes, ça me fait penser inconsciemment, mais inconsciemment encore, hein, inconsciemment, à mon père, voilà, qui a aussi été incinéré. Je repars de ce bâtiment, marche en pleine conscience, tout ça et tout. Et j'arrive au repas où on mange en pleine conscience et on me sert des betteraves rouges. Betteraves rouges, mon enfance, je détestais ça. Et en fait, le lien que je fais, puisque Thich Nhat Hanh est dans ce séminaire, on apprend qu'il n'y a ni naissance ni mort. C'est-à-dire que tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, ça perdure, ça existe. Donc toi, ton corps physique part. Mais en fait, tout ce que tu as été va nourrir la terre. Et là, je fais le lien, les urnes qu'on avait répandues, les cendres sont allées dans la terre, et donc ces cendres ont nourri la terre.
Et le cadeau, c'est que dans mon assiette, j'ai des betteraves qui me nourrissent. Oui. Donc, la compréhension profonde, là, m'a amené un changement de paradigme complet. Et ça m'a amené à, du coup, me dire, quand on parle du deuil, on pense à la mort, mais en fait, la courbe du deuil, le deuil, ce n'est pas la mort, cette courbe du deuil est là pour nous rendre vivants. Donc, il ne s'agit pas de faire le deuil, oui, du moyen, mais il s'agit surtout de vivre le deuil et de se remettre avec une qualité de lien avec soi et d'amour avec la vie. Voilà, Merci. c'est ça qui... Merci. Très bien. C'est bon. Très bien. Merci à toi Ouais, je t'en prie. Merci de à ce toi moment qui a... pour me cette touche toujours à chaque ouverture, fois. cette vulnérabilité. Ouais. Ah, vulnérabilité, oui, on peut en parler. Ouais. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se permettent d'être vulnérables. Mm. Comment dire? On glorifie la force, la puissance, mais à aucun moment on se rend compte aussi que la vulnérabilité est aussi importante que la force elle-même. Ça m'a fait penser à un partage aussi qu'avait eu un de mes formateurs, Jean-Luc Sost, dans la médiation, Ok. où il a parlé de la honte. Et la honte, en fait, c'est une des émotions quand on a par rapport à l'évolution de l'espèce, hein, on vivait pour survivre en clan, hein, par rapport aux dangers extérieurs. Et la pire chose qui puisse arriver, c'est que tu sois banni. Parce qu'il y avait très peu de chances que tu puisses rester en vie, du coup, seul, dans la nature de ce qu'elle était à l'époque, quoi. Mhm. Et donc, la honte, c'est que ça se formule par souvent, j'ai fait quelque chose et je suis pas quelqu'un de bien. Qui va être un peu différent de la culpabilité, où la culpabilité, c'est j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais dû faire ça. Et là, c'est une notion de temps, c'est-à-dire à un temps T, j'ai fait quelque chose, peut-être même j'ai été très réactif, et un temps un peu plus tard, je juge ce que j'ai fait avant. Sauf que dans les deux cas, ce que j'ai fait en premier, même de manière réactive, ça répondait à des besoins importants à ce moment-là, peut-être de tranquillité, de calme, d'affirmation de soi, etc. Et puis la deuxième fois, quand je juge, je me rends compte que j'ai peut-être pas pris soin du lien, pas pris soin de la relation, j'ai pas mis d'amour, j'ai pas pris soin de mon prochain, de mon environnement, etc. Et donc l'idée après de la culpabilité, c'est de faire du et. Donc l'apprentissage de la culpabilité, c'est d'apprendre de ses expériences. Car finalement, la vie n'est faite pour celui qui veut l'aborder comme ça. Après, on pourrait parler d'échec ou autre. Comme on dit en PNL, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks, il n'y a que des apprentissages. Donc du coup, c'est je peux apprendre et surtout, c'est la façon dont je vais avoir une attitude vis-à-vis de mes expériences. Donc la culpabilité a pour fonction, puisque toute émotion a une fonction utile, de s'enrichir de nos expériences pour faire duer et donc redevenir encore plus vivant et être connecté à qui on est et à ses besoins. Je fais le lien du coup avec la honte, c'est que du coup la honte, elle, sa mission, c'est finalement de nous reconnecter que nous sommes, quoi que nous fassions, nous sommes des êtres dignes. Le fait que nous existions, comme on en a parlé, que nous sommes incarnés, c'est que la vie a choisi que nous puissions exister. Donc, cette notion d'exister, d'avoir de la valeur intrinsèque, inconditionnelle, comme on dit aussi en extractionnel, le ok, elle devrait exister. L'estime de soi-même, on devrait être à 100%, voire plus. Et donc la honte, souvent, la honte, elle va nous inviter à dire, mais si tu as honte et que tu vas pas chercher derrière, la honte peut te ronger. Alors qu'en fait, la honte, elle va t'inviter à dire, va à l'intérieur de toi et rends compte que, quoi qu'il arrive, tu es un être digne. Tu es un être qui a de l'intégrité. Tu as peut-être mal fait, mais ça ne remet pas en cause qui tu es. Oui. Faire la différence entre le faire et l'être. Et la vulnérabilité, en fait, c'est justement plus tu accueilleras ta vulnérabilité, plus tu sais que tu es quelqu'un de vulnérable parce que tu peux à tout moment tomber malade, tu peux mourir. Il y a des, comme ça, il y a des méditations de Thich Nhat Hanh qui sont par rapport à soi ou par rapport à l'extérieur, toujours dire je peux être malade, je peux mourir à tout moment, etc. C'est pas quelque chose de pessimiste, c'est juste de dire je suis vulnérable, donc je vais encore une fois célébrer chaque instant de ma vie pour être présent à ma vie à l'instant présent. Et quand je suis vulnérable, eh bien ça veut dire que je suis
perfectible, je ne suis pas parfait, je suis perfectible. Et du coup, je retrouve à ce moment-là la possibilité d'être authentique. La vulnérabilité, l'authenticité, la capacité à pouvoir communiquer à partir de ses émotions, de ses besoins, c'est ça la beauté en fait. C'est vrai que si je suis vulnérable, je vais pouvoir faire de l'auto-empathie avec moi. Là, on s'y rejoint aussi la CNV, communication non violente. Je vais pouvoir aussi connecter à la vulnérabilité de l'autre. Et on va pouvoir parler de nos vulnérabilités. Et si on parle de nos vulnérabilités, alors à ce moment-là, on peut se rencontrer profondément. Je pense que c'est ça. Et on confond souvent la vulnérabilité avec la force. Dans le management, quand je coach un manager, ou moi-même j'étais manager, si je sais que je suis vulnérable, je peux devenir puissant. Mm. Si je pense que je dois être soit fort pour être puissant, je deviendrai impuissant. La vulnérabilité fait la puissance. Voilà, parce que ça va vers l'authenticité, vers le partage, la connexion, la qualité de relation. Et c'est pas la faiblesse, au contraire. On revient aussi dans le lien, donc si je m'autorise d'être vulnérable, j'autorise aussi l'autre à être vulnérable. Oui, Et ça crée du lien. tout à fait. Et je ne confonds pas l'être et le faire. Ce que tu as fait et ce que tu es profondément. Un être digne, un intègre, un être qui est un être d'amour, qui en même temps tu fais comme tu peux avec l'éducation que tu as eue, ce que tu crois à ce moment-là, etc. Mhm. Et donc, la honte a pour but de rester en société finalement. Et d'apprendre que si je veux faire partie de l'humanité, je prends soin de moi et je prends soin des autres. Si je m'arrête à l'émotion, je vais me faire bouffer par la honte ou la culpabilité, comme je peux me faire bouffer par la colère avec le cortisol ou autre. Si par contre je prends l'émotion comme un messager, que je l'exprime, que je la connecte, que je l'accueille, que je la rencontre, que je la questionne, alors elle m'amène le cadeau caché. Et là on retrouve à nouveau la courbe du deuil. Le cadeau Oui, ça. caché de toute manifestation, c'est de redevenir vivant, quoi. Revenir à l'être. Revenir à l'être. J'aime bien, il s'appelle Pierre David, je pense. Donc il disait, nous sommes des êtres humains et non pas des fers humains ou des avoirs humains. Donc toujours revenir à l'être. Tout à fait. Mais parlons des émotions, justement, j'aime bien Ouais. ce sujet. Ouais. Que dirais-tu de la colère comme Ah. émotion? La colère, pour moi, ce qu'elle m'évoque, c'est que déjà, je le mettrais dans l'émotion, c'est de l'énergie. Hein. Oui. C'est du mouvement, c'est le corps qui, par rapport à un stimulus, à une sollicitation, va d'abord avoir une réaction physiologique. Donc, le corps, d'abord la sensation, le corps, et ensuite on a mis des mots. On a mis des mots sur ces sensations, sur ces réactions physiologiques. Donc, la colère. Donc, par exemple, d'abord, il y a la colère, eh ben, il y a un afflux sanguin, il y a une respiration, oxygénation qui est accélérée. Hein. C'est pour ça qu'on reconnaît d'ailleurs dans ce qu'on appelle, j'avais fait un peu de synangologie, les signes non verbales, la colère, on voit parce qu'il y a une dilatation Des narines. des narines. Hein. Donc on voit ces manifestations. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus d'air qui rentre en fait. Ouais. En fait, donc la colère, on a nommé, donc déjà on a mis des mots. Et souvent, comme on dit, quand on met des mots sur des choses, on peut avoir une représentation du mot. Et donc ça va rejoindre la culture de chacun. Est-ce que la colère c'est bien, c'est pas bien, etc. La colère étant une énergie, c'est une énergie, si elle nous amène de l'afflux sanguin, la respiration, c'est pour nous mettre en mouvement. Mm. C'est pour nous mettre en action. L'idée de la colère, en deux mots, parce qu'on peut en parler longtemps, bien sûr, c'est il faut que ça change, il faut que ça soit différent. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans mes valeurs, dans mes besoins, etc. Donc, cette colère, elle nous invite à prendre rendez-vous avec elle. Je dis souvent, l'émotion, c'est comme si tu avais un courrier dans ta boîte aux lettres. Est-ce que tu vas ouvrir le courrier? Si tu as le courrier, tu ouvres le courrier et si possible, tu le lis. En fait, parce que c'est un message. Donc ta colère n'a que pour message de dire, il y a quelque chose où on t'invite, je t'invite à te mettre en mouvement pour satisfaire quelque chose qui est très important pour toi. Un besoin, une valeur, un critère, ce que l'on veut, quoi. Donc c'est plutôt, avec la colère ou les autres, c'est la qualité relationnelle que je vais avoir avec cette manifestation de moi qui va faire la différence. Donc je vais bénir la colère. Il y a une de mes enseignantes en
en communication non violente qui avait demandé à Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, est-ce que ça vous arrive toujours d'être en colère? Et Marshall Rosenberg disait non. Maintenant, je n'ai plus besoin, je suis juste contrarié. C'est-à-dire qu'en fait, dans les émotions, il va y avoir des degrés. Un de mes enseignants aussi, je les nomme souvent parce que j'ai eu beaucoup de mentors et je les C'est adore beau. parce que je suis là grâce à eux. Jean-Luc Sost, il a un éventail où il a mis des émotions et qui sont des degrés. Donc dans la colère, on pourrait dire par exemple je suis contrarié, je suis irrité, je suis agacé, je suis énervé, je suis en colère, je suis exaspéré, je suis furieux, je suis hors de moi. Voilà. Donc il y a des degrés en fait. Ok. Et donc qu'est-ce qui se passe souvent, c'est qu'on va vivre la colère, ou si on a la colère, on n'est pas entendu, on va monter en intensité. Ça veut dire que si on monte en intensité, c'est simplement parce qu'en fait, on est en train de dire je ne suis pas entendu dans ce que j'essaye de faire passer comme message. Sauf que j'ai pas appris, éventuellement dans mon éducation, à parler en termes de besoin. Donc je vais exprimer de la colère, je vais avoir un comportement qui va être peut-être même irrespectueux, alors que derrière c'est respect de quelque chose. Alors que quand la colère, j'ai compris son message, je n'ai plus besoin de l'intensité de l'émotion pour je comprenne le message. Donc l'intensité va baisser, et du coup d'une petite contrariété, une doucette contrariété, je vais en faire une connexion, c'est-à-dire je suis à l'écoute de moi-même, ce qu'on apprend beaucoup aussi avec la pleine conscience, être en contact avec ses sensations, ses ressentis, ses pensées. Et donc en fait, je n'ai plus besoin que la sensation ou que l'émotion monte en intensité pour qu'elle soit entendue. Je l'entends déjà dans sa manifestation première, donc je peux la localiser dans le corps. Par exemple, je peux avoir une petite tension au niveau de la mâchoire. Ah, ça, je sais que c'est de l'agacement ou de l'irritation. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Parce que la colère va m'amener à l'extérieur. Le cerveau va m'amener à l'extérieur. La cause, c'est l'autre. Un des principes, si moi je sens que j'ai une irritation de la colère, je vais me toucher. Je vais avoir un contact avec moi pour dire reviens à toi, reviens à toi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis en colère, donc je nomme. Ok. Si tu es en colère, tu as toutes les bonnes raisons d'être en colère. Qu'est-ce qui est touché à cet instant, qui n'est pas satisfait, qui est important pour toi? Et peut-être qu'il faut que je prenne du temps pour clarifier. Donc peut-être qu'il faut même que je coupe la relation avec la personne momentanément pour aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Et une fois que j'ai découvert, alors je me mets en action, la fameuse action de la colère. Mais je me mets en action qui sera une action qui va prendre soin de moi et qui va prendre soin de mon environnement. Du coup, être dans l'action et non pas dans la réaction. Exactement. Donc c'est réfléchi. Tout à fait. C'est dans la conscience, en fait. C'est ça où je pense que toutes les approches qu'on a, on parlait de l'hypnose, la PNL, Oui. CNV, toutes les approches, en fait, pour moi, elles ont pour but, en tout cas pour moi, elles ont pour but de m'ouvrir plusieurs portes, les fameuses facettes dont on parlait, les différentes identités, pour me dire, tu as plein de façons de redevenir conscient et d'avoir du choix. Et la conscience, c'est la connaissance que notre système, notre cerveau fonctionne d'une certaine façon, mais qu'il est toujours à notre service. Si je sais avoir le manuel de décodage de son fonctionnement. Donc est-ce que dans ma vie, j'ai la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un qui me donne une sorte de mode d'emploi pour me dire en fait, la colère, c'est quelque chose que tu vas vivre, que tu vivras encore même si tu la connais, mais tu sauras communiquer avec elle et tu sauras en faire de la beauté dans ta vie. Mais ces concepts, en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas tout petit, encore moins à l'école. Et très peu de personnes savent, on appelle ça l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Très peu de personnes ont accès à ces espaces où ils se remettent eux-mêmes en question, pas pour se culpabiliser ou se dire c'est de ma faute, mais pour juste comprendre. Et je le dis souvent que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Mais il faut avoir le courage de rentrer à l'intérieur de soi, de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça réveille, ou qu'est-ce que ça provoque des fois. Et non pas, comme tu l'as dit, c'est plus facile de dire c'est de la faute de l'autre. C'est plus facile de dire l'extérieur, c'est à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel. Et c'est difficile de revenir à l'intérieur. La question par rapport à ça, c'est que dans les relations, la plupart des conflits dans les relations viennent depuis cet espace-là où le besoin n'est pas nourri et qu'au lieu d'exprimer un besoin, on est dans l'attaque. Du coup, ça peut être la colère, je lui en veux, il n'a pas compris.
Mais est-ce qu'on a exprimé notre besoin correctement pour après juger qu'il a compris ou pas? Et je me dis, si on utilise ça, c'est bien pour l'autre, déjà pour exprimer mes besoins à l'autre, c'est aussi bien de comprendre les besoins de l'autre. Mm. Et rien que ça, je pense, ça facilite les relations humaines, que ce soit dans le Complètement. couple, dans mère-enfant ou au travail, peu importe en tout cas. Mm. Est-ce que tu pourrais Complètement. rajouter par rapport à ça? Oui, je te rejoins et je peux me relier complètement à ce que tu dis. Et que du coup, c'est en le formulant, parfois pour l'autre, hein, ça l'aide à accueillir ce qui se passe pour lui, parce que des fois, il n'a pas comment dire, le mode d'emploi, entre guillemets, hein, si on Oui, peut utiliser ça. Bien qu'il y ait plein de modes d'emploi, mais enfin, celui-là en est un. Et, euh, et du coup, il peut enrichir son vocabulaire. Souvent, ce qu'on rencontre dans le développement comme ça, c'est que les gens sont très surpris parce qu'on n'a pas le vocabulaire des sensations, des ressentis, des émotions, on n'a pas le vocabulaire des besoins, des valeurs. Mais une fois que l'un traduit pour l'autre, ça l'aide à lui-même avoir une bibliothèque interne et à se reconnecter. Et pour ça, ça veut dire aussi que là où la PNL, la communication non violente m'a beaucoup aidé, c'est déjà faire le chemin avec moi-même. mm, C'est-à-dire que la qualité de relation que j'aurai avec moi-même sera aussi la qualité de relation que j'ai à l'extérieur. Donc si il y a quelque chose à l'extérieur qui n'est pas une bonne qualité de relation, c'est que probablement j'ai pas une bonne qualité de relation avec moi-même sur ce sujet-là. Si je développe l'habitude de communiquer, de relationner, comme je dis souvent, avec ce que je vis, mes émotions, alors j'aurais acquis, je dirais, le chemin, la voie, l'habitude, l'acceptation, la traduction, traduire, mm, et du coup je pourrais le faire à l'extérieur. Donc c'est parce que je fais la traduction à l'intérieur de moi que je vais pouvoir capter la traduction que je peux proposer à l'autre. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition, mm. car l'autre a aussi cette intelligence de pouvoir se connecter à lui. Mais du coup, je l'aide, je suis un compagnon de route à ce moment-là pour l'aider à se reconnecter à effectivement ce chemin-là. On l'a tous, c'est là où on disait l'être, lumière, tout. C'est après on l'a perdu petit à petit avec le Le temps. conditionnement. Et pour ça, il y a plein d'approches. Il y a Marie-Lise Labonté, où j'ai aussi suivi son cursus sur les cuirasses de Reich, les couches, comme des couches d'oignons. Mm. Et du coup, petit à petit, ben, on arrive à la vie intra-utérine. Et c'est là où déjà, ben, tout ce qui se passe dans l'intra-utérin, c'est ce qui va. Parce que chaque fois que l'on voit quelque chose, que l'on vit quelque chose, on le compare systématiquement avec ce qu'on a déjà vécu. Et si on a un programme derrière qui, en fait, a vécu quelque chose de difficile, quoi que je fasse devant, je vais le retraduire avec ce message difficile. Parce que mon message, c'est la survie. Survie, 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 survie. Donc peut-être que je suis pas à l'aise avec une émotion, je suis pas à l'aise avec la colère. Parce que le jour où je me suis mis en colère, je me suis agacé en rentrant de l'école ou autre, et que j'ai été puni, j'ai un rapport du coup à cette énergie qui est Mm. condamnée. Mais en fait, c'est peut-être parce que mon père, ma mère, ou dans les générations passées, nous n'étions pas à l'aise avec ceci. Parce que soit fort, soit... Mm. Et du coup, Driver. en fait, je m'interdis mon vivant. Alors que le vivant, en fait, il dit, mais non, tu es en colère. On devrait être content si on est en colère. On devrait être content si on a peur. On devrait être content si on est triste. Parce que c'est la manifestation de notre vivant. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit en colère. Oui. Hein. Mais si on est agacé, irrité, c'est juste se dire, ah waouh, là j'ai un message qui me dit, il y a quelque chose qui va te donner la possibilité d'être encore plus heureux dans ta vie. En tout cas, cette approche permet déjà de faire des différenciations. Différenciation entre, par exemple, est-ce que je suis dans le jugement, l'interprétation, est-ce que je suis dans l'observation, est-ce que je suis en train de reprocher à l'autre, et donc je suis dans une causalité horizontale, c'est-à-dire que c'est à cause de cette personne que je vis ce que je vis, ou est-ce que, en fait, je prends la responsabilité de ce que je vis, c'est-à-dire mes émotions, mes Mm. ressentis, et ensuite je suis pas en colère parce que tu m'as dit ça, c'est quand tu m'as dit ça, je me rends compte que je suis en colère parce que j'ai un besoin qui est en train de crier et parce il n'est pas vécu, il n'est pas entendu, il n'est pas satisfait, il n'est pas comblé, etc. Donc en fait, pour la CNV, je ne suis jamais dans une émotion à cause de quelqu'un. Mm. L'autre n'est qu'un déclencheur, un révélateur, voire même du coup, bah, un éveilleur. Parce que si je vis ça
quand tu as fait ça, ça veut dire que peut-être que mon besoin, par exemple un besoin de lien, un besoin de connexion, un besoin de respect, ben il est pas suffisamment nourri. Parce que moi-même, je ne me respecte pas suffisamment avec moi-même. Mm. Donc en fait, peut-être que rencontrer quelqu'un qui ne me respecte pas va me révéler qu'en fait, la première chose que j'ai à faire, c'est de prendre soin de mon besoin de respect avec moi-même. Comme ça, mon réservoir, il sera plein. Et quand je vais sortir de chez moi, Mm. je ne vais pas être en demande absolue que les gens me respectent, parce que je me respecte déjà moi-même. Et donc, je vais regarder à l'extérieur les choses avec un compte différent. Donc, ça veut dire, par exemple, moi qui sors à moto, et on parlait de la vulnérabilité, tous les matins, bon, quand je médite, dans mes méditations, je mets de la vulnérabilité, je mets de la présence, parce que en sortant, je sais que quand je vais être sur ma moto déjà pour ma sécurité, c'est quand même important que je sois en pleine conscience, et c'est vrai que la moto, c'est vraiment un moment où je pense vraiment en conscience, parce que je capte tout. Donc si quelqu'un, ben, même une voiture, faire de vue, mon décodage va être, ah, ben, peut-être même quelqu'un qui passe devant moi, dire, ah, ça c'est quelqu'un qui a envie de se dépêcher pour aller contribuer à son travail. C'est quelqu'un qui, sinon je dis, mais il me respecte pas, ou il se fout de ma gueule, etc. Je vais être réactif. Si je suis comme ça, je suis centré, je sais que je peux être vulnérable, je vais d'abord m'occuper de ma sécurité, d'abord m'occuper de mes besoins, je vais les mettre en plein, et après je vais regarder l'autre en tentant de passer du jugement à l'observation et qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Il m'a simplement pas vu, en fait, peut-être. Mm. Et puis même s'il m'a vu, en fait, il a à cœur de faire vivre sa liberté, il a à cœur peut-être d'arriver très vite pour contribuer à son travail, il a à cœur de ne peut-être pas se faire engueuler par son patron, donc en fait, il veut vivre de la tranquillité, il veut vivre de l'harmonie dans sa vie, etc. Est-ce que ça a un impact sur moi, son comportement? Oui, ça a un impact, par exemple, me coupe la route. Et s'il me coupe la route, qu'est-ce que ça dit chez moi? Il a touché ma liberté, il a touché mon harmonie, il m'a touché dans mon équilibre, il a touché... Ben, la réaction immédiate, c'est pas toujours facile, hein, je dis pas que je le fais toujours, hein, c'est qu'à ce moment-là, ben, je m'occupe de mon besoin. Mm. Ça va? Retour à soi. Et voilà, et je me nourris d'abord moi-même avant de penser que l'autre est la cause de... Voilà, ça veut dire que non plus l'autre n'est pas la cause de mon bonheur, ni de mon malheur. J'ai envie de partager avec l'autre du calme, de la tranquillité, de l'amour, etc. Et si je suis vide d'amour, je vais attendre que l'autre me donne de l'amour. Et si là, quand on Et tombe si je suis en plein d'amour, Ouais. j'ai envie de partager l'amour avec cette personne. Mhm. Je ne vais pas attendre qu'elle me le donne, j'ai envie de le partager. Et maintenant, je vais voir si cette personne, elle a envie ou pas. Oui. Mais je ne suis pas mendiant. Mm. Si je suis mendiant, je suis dépendant. Alors que la vie, elle est faite pour qu'on partage, qu'on vive les choses ensemble. Bon, chacun fait son travail à son niveau. Mais c'est déjà rien que d'avoir, pour moi en tout cas, c'est une sorte d'hygiène de vie, hein. Je suis loin d'être un sage. Je suis juste dans le chemin peut-être d'une certaine sagesse, c'est-à-dire que je me sers de mes expériences, de ce que j'apprends pour me dire qu'est-ce que ça dit de moi et comment je peux m'en servir. Mais la première chose, c'est effectivement, s'il y avait une première piste, c'est puis-je prendre systématiquement la responsabilité là où elle m'incombe. Mhm. Je prends 100% de ma responsabilité et l'autre prend 100% de sa responsabilité. Il est 100% responsable de son comportement, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, mais je suis 100% responsable de ce que j'en vis quand il me fait, quand il me dit ça, quand il pense ça, parce que c'est moi qui lui donne une sens, hein. La carte n'est pas le territoire, la carte du monde. Et de toute façon, quand l'autre va faire ça, ça va résonner dans mon histoire. Donc, qu'est-ce que ça dit de mon histoire? Voilà, je sais pas si ça fait sens. Ça ce fait que je te sens. partage. Donc, dire plutôt, je me mets avec l'autre parce que j'ai envie de partager, non pas parce Oui. que j'ai besoin de quelque chose. C'est ça. Partir depuis l'espace de l'envie d'amour, en gros, et non pas depuis l'espace du besoin. Oui, Parce qu'il sera jamais rempli de toute exactement. façon. Jusqu'à ce qu'on le remplisse nous-mêmes. Tout à fait. Très C'est bien. là où ça peut être un peu fort, mais de dire, si je dis que j'ai besoin de l'autre, dans le couple, dans la famille, etc., non, tu n'as pas besoin. L'autre est une stratégie, l'autre est un moyen pour vivre tes besoins. En Mhm. fait, tu as envie, j'ai envie de vivre ça au contact de l'autre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si je ne l'ai pas, soit je vais me dire, je reproche à l'autre, soit dire, bah, peut-être que l'autre n'a peut-être pas envie, ou l'autre ne sait pas encore,
Ou je vais accepter que nous partagions pas ça, et moi je vais m'occuper de ce besoin parce que j'ai envie de le satisfaire avec moi Mm. et d'une autre façon. Mais autant que possible, je ne rends pas l'autre responsable de ce qui se passe pour moi. Mais il va se passer des choses, Ouais. forcément. Et on dit, par exemple, quand on est dans le coaching ou autre, et je partage des modèles qui sont le cadran d'Hoffman ou autre, on a nos qualités. L'excès de nos qualités, ça va donner des pièges, ce qu'on retrouve dans l'énéagramme. Ensuite, on a des allergies, c'est-à-dire surtout ce qu'on veut pas. Et comme par hasard, souvent dans les rencontres amoureuses, on va aimer l'autre pour ses qualités, mais derrière ses qualités, il y a des excès de ses qualités, Mm. qui sont les pièges de chacun, mais en fait qui concernent nos allergies. C'est ce qu'on veut pas. Le piège de l'autre est mon allergie. Donc il y a un moment donné, de toute façon, inconsciemment, on va se retrouver confronté. Mais du coup, ça veut dire que notre rencontre va être là si on a cette qualité relationnelle, le mode d'emploi, pour tenter d'en faire quelque chose. Et souvent, mais j'avais une personne comme ça qui était venue en formation, ça allait plus du tout dans son couple. Mhm. Elle a fait les formations, etc. Elle a confronté, du coup, son mari, parce qu'elle avait un nouveau mode d'emploi. L'autre était tellement confronté qu'il s'est dit, mais le mode d'emploi, je le veux, il est venu. Et ben, ça a fait, évoluer leur couple, et ils ont eu des enfants. Parfois, on me dit en formation, ouais, mais l'autre, s'il veut pas, l'autre, s'il veut pas, tu peux pas le forcer. Tu peux l'inviter, tu peux lui proposer, mais surtout, tu vas parler à partir de toi, et tu vas voir, ça va avoir une influence. Car, de toute façon, tout est influence. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer. Tu vas proposer, puis tu verras ce qui se passe. Ah, tout ça, c'est facile à dire, hein. Oui, mais c'est pas J'ai surtout le c'est mode pas d'emploi, accessible mais à je tout le n'ai pas monde. toujours la pratique. Non, ce n'est pas accessible à tout le monde d'avoir cette maturité, de revenir à soi, de comprendre que je dois me remplir avant de Mm. demander chez l'autre. Ouais, ce qu'on appelle se mettre le besoin en plein. Mm. Si j'ai besoin de reconnaissance de mon patron, absolument, je peux vérifier à quel niveau de reconnaissance moi je me reconnais. Si je me reconnais déjà comme un être de plein de reconnaissance, avoir la reconnaissance de mon patron sera un plus. Mais ça ne sera pas ce qui va faire que je serai reconnu dans la vie. Et moi, par expérience, la vie m'a envoyé des choses, mais comme tout être humain, à mon avis, hein, où je pouvais perdre ma société, ma maison, ça remonte à pas longtemps. C'était juste pour me dire, en fait, oui, avec tout ce que tu fais, et en même temps, tu es en train de peut-être t'identifier à ce que tu fais encore. Donc je pouvais perdre ma société, mais je ne suis pas ma société. Ma société est une casquette. C'est un moyen de contribuer, c'est une stratégie. Ma société, elle est juste là pour me dire, tu as un moyen pour contribuer, pour exister, pour donner. Si c'est pas ça, ça sera autre chose. Mais on avait besoin de te le faire comprendre. Donc on va faire en sorte que ta société coule pour qu'on voit si tu comprends que tu es plus que ta société. Mais tu as besoin, un peu comme quand on fait la roue d'Hudson, les cycles de vie, il y avait ces anciens modèles qui ont beaucoup changé, qui font que, à peu près, allez, jusqu'à 40 ans, on parlait des crises de la quarantaine, mais tout ça c'est dépassé maintenant, hein, mais c'était un modèle. On construisait sa vie, puis quand les enfants commençaient à être grands, ben, on avait envie d'être dans une contribution plus grande. Donc on appelle ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Donc qu'est-ce que ça faisait, la crise de la quarantaine? Ça nous invitait juste à nous reconnecter à notre être et ce pourquoi on est fait. Mais ce modèle-là, on va le retrouver pour tout. Il y a un moment donné, on va arriver à un truc, c'est parce qu'en fait, on peut être à la fin du parcours pour dire, ok, tu as assez fait avec ce moyen-là, on va t'en donner un autre à partir du moment où tu comprends que ce moyen-là n'était là que juste pour que tu existes dans ta contribution. On appelle aussi ça la nuit noire de l'âme ou la nuit sombre de Oui, l'âme. aussi, hein. Je On connais la moins trouve ça, dans mais plusieurs ouais, civilisations, dans plusieurs... d'accord, Oui, oui. ouais. Il y a Donc l'appel voilà, de l'âme, en fait. l'appel de l'âme, ouais. Je L'appel de dirais, l'âme. oh, reviens ici, je t'ai laissé faire jusqu'à aujourd'hui, mais t'es C'est pas sur ça. le bon chemin. T'es pas sur le bon chemin. N'es pas venu pour ça. C'est ça. Oui, je l'ai vécu, c'est pour ça. Et en même temps, tout ce Où que tu as suis-je fait, tu dans as tout servi, ça? il a Oui, satisfait oui. des besoins, tout ça. Mais maintenant, il est temps que tu passes à autre chose. Mm. Et en fait, c'est effectivement, nous sommes des êtres qui sont là pour
agir, pour évoluer, pour être dans notre lumière, pour contribuer, etc. Et donc, si je commence à rentrer dans une habitude, une routine, une banalité, la vie peut dire, attends, t'es pas fait pour ça finalement. Alors, du coup, ça pourrait faire passer par la souffrance ou autre, parce que quand même, j'aimais bien ça. Oui, c'est juste que t'es prêt à passer à un autre palier. Et des fois, c'est pas évident, je trouve, de comprendre que le message est là pour nous faire évoluer encore plus, à un autre niveau. De toute façon, tu me corriges si je me trompe, mais même quand on n'a pas compris le message, il va revenir en puissance 2, puissance 4, Mais jusqu'à puissance 10, jusqu'à ce qu'on comprenne le message. oui, Je pense qu'on est guidé quelque part par notre âme vers ce qu'elle veut, elle, ce qui est bon pour elle et pour nous, du coup. Là, on va partir dans des sphères spirituelles. Mais quand le message n'est pas compris la première fois, il va revenir oui, jusqu'à ce que on comprenne. On n'a pas le choix, en fait, que de comprendre et d'agir justement c'est depuis ça, cet espace. c'est ça. Donc tu peux avoir la maladie, Oui. tu peux avoir la fracture. La fracture me montre que c'est bon, tu vas passer à autre chose maintenant. Moi, j'avais eu une comme ça, j'étais en pleine évolution, ça se passait super bien et tout. Et j'ai eu dans la rue, voilà, il y a eu une agression. Mais cette agression, en fait, c'était quand même assez amusant avec le recul, hein. C'était dans mon quartier. Je sortais mon labrador. À un moment donné, j'avais fait accueil de petits labradors de 3 mois pour les chiens d'aveugle. Je sors dans le quartier et un mec en scooter qui passe et dit ouais, c'est notre territoire ici. Et moi, j'étais PNListe déjà. La carte n'est pas le territoire. Pas compris le message, hein, c'est le territoire. Moi, je voulais amener mon petit labrador pour qu'il se baigne dans la rivière. Il était 22h30, 23h un vendredi soir. Et en fait, je fais le raccourci. Et à mon œil, il y a un des gars qui arrive, c'était 8, il y a un gars, il arrive avec la capuche, tout ça, et puis il me met un flingue sur la tempe. Et voilà, donc il tire. Je serais pas là s'il y avait eu des balles. Et en fait, moi, le réflexe, puisque j'étais un peu aussi dans l'armée, j'étais dans les sports de combat, je réagis. Donc là, en fait, la réaction, quoi. Et sauf que voilà, il faisait du sport de combat aussi, c'était plusieurs, et donc fracture du genou. Mhm. Ok, je rentre, je boitais, boitais. J'ai pas eu de trauma, puisque j'étais déjà un peu habitué aux armes par l'armée. Et j'ai eu le phénomène que ont les animaux quand en fait on a par exemple une biche qui s'immobilise et après pour revenir à la vie elle tremble. Et tout être humain nous avons ça en fait, nous avons ce phénomène de pour Ok. évacuer. Et dans la douche, j'ai pas arrêté d'évacuer, de trembler, tout ça. En fait j'étais en train d'évacuer, donc je n'ai pas eu de traumatisme. Et finalement, c'est ça parce que la fracture. Après je dis bon pourquoi fracture genou, relation et tout ça. C'est parce qu'en fait, j'allais trop vite. Ça allait tellement bien que j'accélérais, mais j'allais plus être sur mon chemin. Donc j'ai eu une fracture qui m'a permis de ralentir. Ralentir. Et du coup, j'ai construit autre chose. Donc c'est vrai qu'il y a des messages, bon, il y a Jacques Martel, les maladies, tout ça et Oui, tout. Après, dictionnaire. il y a beaucoup de gens qui y croient pas. On a possibilité, à mon avis, de faire ça avec la médecine traditionnelle, mais on a aussi la possibilité d'aller chercher le message en plus du soin qu'on apporte à son corps, il y a qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, j'étais vulnérable à cet endroit-là, pourquoi Oui. cette maladie-là, pourquoi cet endroit-là, etc. Parler de là, c'était avec une histoire avec le neurotraining, qui est une approche enseignée par José Chouraki, qui est sur Marseille, Ok. vraiment extraordinaire comme approche que je recommande et j'ai voulu tellement. Parce que je me suis dirigé petit à petit vers plus énergétique, les constellations familiales. Donc j'ai eu beaucoup d'approches mentales. Et puis après, je me dis, bon, sur le plan énergétique, sur le plan transgénérationnel, Oui. il y a des choses qui se passent. Et par exemple, pendant le Covid, beaucoup de gens ont perdu l'odorat. Mm. Et l'odorat, c'est une fonction qui se met en place au 3e mois. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est, quand on a perdu l'odorat, on revient, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 3 mois en fait. Donc on se rend compte que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un message. Ça ne veut pas dire que c'est confortable, mais on peut avoir encore une fois une façon de relationner avec ce qui nous arrive pour aller chercher qu'est-ce que ça dit de moi, de ma vie, qu'est-ce que ça dit de mon enfance, qu'est-ce que ça dit peut-être de ma période intra-utérine, qu'est-ce que ça dit de mes lignées. Mm. Hein. On sait bien par exemple que quand on avait l'alimentation,
Pourquoi on prend, quand on fait un régime et tout, on reprend du poids ou autre, etc. C'est parce Mm. on a comment dire, un schéma, une empreinte de la famine, par exemple. Oui, Hein. C'est pas que ça, mais ça peut en faire partie. ça en fait partie, oui. Ouais. On dit souvent que la carte du monde n'est pas le territoire. Mm. Comment tu pourrais expliquer ça pour des personnes qui nous suivent? C'est pas tout le monde qui comprenne, Ouais. qui comprend. Alors, la carte du monde n'est pas le territoire. Déjà, l'approche, elle vient de général d'armée Alfred Korzybski, Mm. qui avait donc conduit ses troupes au travers de cartes géographiques. Et en fait, il y a eu la mauvaise surprise de voir que dans la réalité, il y avait un ravin qui n'était pas mentionné sur la carte, et donc du coup, ça a eu des conséquences sur ses troupes. Mm. D'où la carte n'est pas le territoire. Ça vient pas que de ça, mais ça explique. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qu'on utilise comme carte, notamment le GPS, par exemple, va nous mentionner les rues qui sont utiles pour notre GPS, mais elle va pas nous mentionner les boulangeries, les oiseaux, la rivière qui passe. Mm. Si je prends une carte des randonnées, j'aurai... Donc il n'y a pas de carte qui représente la totalité de la réalité. Et là où ça nous amène, c'est plutôt que, en fait, d'après ce que j'ai vécu, les programmes, c'est-à-dire que quand je suis bébé, donc je suis déjà constitué de mon cerveau reptilien, donc lui archaïque, et ensuite j'ai le cerveau limbique avec le paléolimbique, le néo-limbique, et donc j'ai 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones qui sont prêts à être activés. Donc d'abord on sait que les premiers sens, l'odorat, l'ouïe, tout Mm. ça, mais après je vais vivre des expériences. Et ces expériences vont faire des connexions synaptiques, des expériences, des ancrages, qu'on appelle aussi en PNL, hein, Pavlov, la Madeleine de Proust. Et donc mon éducation, tout ce que j'apprends, ça va être des repères, ça va être des croyances. On voit bien d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre. Et tout ça, donc, ce sont qu'on appelle des programmes, en fait. Mm. Hein. Des schémas de pensée, des patterns, des formes pensées, voilà. Tout ça s'inscrit et ça me sert de repère. Donc mon cerveau se constitue puisque j'ai besoin d'être relié, j'ai besoin d'amour, de connexion, et donc je décode petit à petit qu'est-ce qui fait que j'obtiens de la reconnaissance, j'obtiens de l'amour, j'obtiens du lien, j'obtiens de la récompense, avec en plus le circuit de la récompense, tout ça et tout. Donc ça peut être par les bonbons, par tout ça. Je peux me mettre à bouder parce que quand je boude, j'ai mon jouet à Noël, Mm. etc. Donc j'apprends des tas de stratégies en fait, des tas de programmes, des tas de croyances que je mets en place. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon cerveau, lui, il fonctionne pour ma survie avec trois grands filtres. Sélection, il sélectionne dans l'environnement, il choisit ce qui va me permettre de vérifier que je suis en vie. Distorsion, interprétation, c'est-à-dire que je vais systématiquement comparer ce que je perçois avec ce que je connais déjà, Ouais. pour assurer ma survie. Hein. Donc, par exemple, je vais dans un endroit nouveau que je ne connais pas. J'ai ce qu'on appelle au minimum une anxiété adaptative. Mm. L'anxiété adaptative me permet d'anticiper, de prévoir, d'être vigilant. Donc, dilatation des pupilles, j'ai tous mes sens en éveil pour capter s'il y a quelque chose qui pourrait être dangereux. Une fois que je sais que la personne, le lieu n'est pas dangereux, je suis rassuré. Donc, je reviens dans le lieu, je compare ce lieu avec ce que je connais déjà. Si Mm. par contre dès que j'ai eu un accident de voiture, si ça a été dur pour moi, dès que je vais voir une voiture de la même couleur ou autre, je vais avoir peur. Pourquoi? Parce que je le compare au programme que j'ai déjà J'avais vécu. déjà Hein. vécu. Donc, ensuite, je généralise. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, j'en fais une vérité, parfois même une certitude, Mhm. peut-être même parfois des guerres, des guerres. Donc, je vais dans un restaurant, j'ai bien mangé ce jour-là, ce repas, je vais dire c'est un bon restaurant. Je vais pas dire ce repas qui est à 19h45 que j'ai, voilà, la date et tout ça, je vais pas détailler. Donc ça, c'est le phénomène du cerveau. Donc du coup, quand je sais ça, je sais que systématiquement, tout ce que je perçois, je le filtre au travers de ce que je connais déjà, ma carte. Donc, on sait très bien, on prend souvent l'exemple qu'il y a un accident de voiture, on demande aux témoins, Mm. chacun va voir des choses différentes. Il va les Exactement. voir en fonction de ça. Alors, il y a les filtres qui sont ces programmes, des fois il y a des filtres génétiques. Est-ce que le chien, le chat, moi, l'oiseau voient la même réalité? Mm. Je crois que parce que j'ai adopté un cocker, je crois que les cockers ne voient pas, ne voient que tout en noir et blanc. Donc moi, j'achète des balles de couleurs, voilà.
C'est pour me faire plaisir, je pense. Mais du coup, apparemment, ils voient qu'en noir et blanc. Donc, on ne voit pas la même réalité. Oui. Donc, chacun voit finalement la réalité au travers de sa propre carte du monde, de tout ce que j'ai vécu. Je filtre. Donc, si je filtre et que ce que je perçois m'aide dans ma vie, alors on va dire que j'ai une carte du monde qui m'aide. Oui. Si ça m'empêche d'accéder à mes objectifs, mes souhaits, mes désirs, alors à ce moment-là, ça veut dire que j'ai un programme qui me limite. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est même s'il me limite, il est en tout cas, pour moi, ça c'est mon interprétation, il a la vertu de me protéger. Mm. C'est-à-dire que si j'ai eu un accident de voiture et que j'ai peur de monter en voiture, c'est parce que mon programme me dit, je fais en sorte de te protéger, de ne pas revivre ce que tu as déjà vécu. Ça fait le lien pour moi avec les blessures de Lise Bourbeau, tout ça. Oui. C'est que oui, ce sont des blessures, mais en fait, ce que j'ai vécu est une protection pour ne pas revivre quelque chose de plus fort. Donc si j'ai été rejeté dans ma vie, Mm. comme par hasard, je vais vivre des rejets. Mais ces rejets ne sont jamais, quelque part dans mon système, aussi effroyables que le rejet que j'ai vécu. Donc, je vais vivre des rejets de façon à ce qu'ils n'atteignent pas le niveau de rejet que j'ai vécu. Mais le problème, c'est que je vais vivre des rejets. Parce que ce dont j'ai peur, je vais le créer. Mm. Donc, il y a vraiment une façon, pour moi, de voir les choses toujours sous deux angles, toujours faire tuer. Si j'ai peur du rejet, je vais aller voir qu'est-ce que ça m'empêche de vivre. Mais si j'ai peur du rejet, je vais aller voir qu'est-ce que ça satisfait d'important. Parce qu'on parle aussi des fois des bénéfices secondaires. Secondaire, oui. Hein. Super important. Parce que notre système, il est intelligent. Et donc, si j'ai peur du rejet, j'étais en survie, à ce moment-là, en survie, j'ai peut-être mis en place quelque chose ou fait quelque chose qui fait que j'ai pu survivre. Donc, il y avait des ressources à ce moment-là. Mm. Donc, je vais magnifier ces ressources parce que ce que tu as mis en place, même quand tu étais bébé, enfant, plus grand, il y a peut-être un talent. Et souvent, quand les personnes découvrent, même parfois, des traumas ou des blessures, qu'on appelle des blessures, elles en font des missions dans leur vie. Mm. Elles en font des missions magnifiques parce qu'en fait, elles savent de quoi elles parlent. Tout leur système, il sait de quoi il parle, il l'a vécu. Parce qu'il y a un point important par rapport à la carte du monde n'est pas le territoire. Quand je faisais des ateliers, première chose, je leur fais cette métaphore de leur dire, imaginez que chacune a des lunettes d'une couleur différente. Rouge, noir, vert. Donc on ne voit pas tout le monde de la même manière. Donc mettre ça en place pour ne pas être dans le jugement et ne pas croire que ma vérité est la seule vérité. Il y en a plusieurs et non pas une seule. Et là, aujourd'hui, tu es en train de m'ajouter quelque chose de plus, c'est que même si je porte des lunettes bleues, rouges, roses, jaunes, peu importe, elles sont aussi là pour me protéger. Mm. Ça, c'est le petit plus d'aujourd'hui. Mm, mm. Donc, Et je peux rajouter juste là, parce que oui, tu me vas-y. donnes l'idée, c'est que si tu as du vois du rouge, soit tu vois du vert, c'est qu'en fait ça existe. C'est-à-dire que chaque carte du monde contribue à ce monde. C'est parce que nous avons tous des pensées, et nous sommes 8 milliards, des êtres uniques et différents, que chacun a sa carte du monde, et que chaque carte du monde est valable, et que du coup, ensemble, on va pouvoir construire encore de nouvelles cartes du monde. Donc elles sont toutes légitimes en fait, et elles sont Oui. toutes vraies. C'est ce qui fait la source des conflits. C'est qu'à partir du moment où on pense qu'il y a vrai et faux, d'accord, pas d'accord, en fait, c'est dué. Si tu vois du noir et moi je vois du bleu, alors c'est que c'est noir et bleu. Mm. Les personnes me disent des fois, ouais, mais si c'est blanc et que l'autre voit vert, il faut quand même comprendre que c'est blanc. En fait, c'est blanc et vert. On ne perçoit pas les mêmes choses. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on voit du blanc et du vert? Qu'est-ce qui peut nous aider à partir de là à en faire quelque chose pour nous? Donc, nos différences, on va en faire une mission Une richesse. et une richesse. Très bien. Qu'est-ce que tu dis? Alors, là, je te partage la question d'une cliente Ouais. par rapport au moment présent. Ouais. C'est quelqu'un qui vit dans le stress quotidien parce qu'elle s'inquiète de l'avenir. Mm. Ça, c'est un cas. Il y a des personnes qui s'inquiètent tellement qu'ils ne sont pas ici, donc ils vivent dans le stress. Entre parenthèses, je dirais pas pour rien, parce que ce n'est pas pour rien. Enfin, c'est important pour elles de prévoir ce qui va arriver alors que c'est limite impossible. Et ça l'empêche de vivre l'instant présent. Mm. Et d'autres personnes aussi qui sont dans le regret, dans la tristesse de ce qui est déjà passé. On est d'accord qu'on n'a pas la main sur ce qui est passé,
On n'a pas la main non plus sur ce qui va arriver, parce qu'il n'est pas là. On a la main uniquement sur aujourd'hui, ici et maintenant. Lorsque nous parlons du passé, du présent et du futur, en fait, nous sommes toujours au présent. Mhm. C'est juste qu'au présent, nous avons une représentation à cet instant de la vision qu'on a de notre passé ou ce que nous anticipons du futur. Donc en fait, je ne suis pas dans le futur et je ne suis pas dans le passé. Par contre, je suis dans mon présent en train de activer chez moi des pensées, des émotions, des sensations que je crée à cet instant. Et donc je suis dans mon imaginaire, je suis dans... Parce que, bien évidemment, si je pense au futur, au présent, je vais activer mon mental et je vais me faire, par exemple, des films. Alors je peux me faire des films super agréables et je peux me faire des films catastrophes. Donc au présent, je suis en train de... peut-être même de me bouffer la vie ou autre, mais en tout cas, je suis en train de m'offrir une certaine qualité de vie qui est celle-ci, qui est inconfortable probablement. Si je pense au passé, effectivement, donc du coup, je vais peut-être ruminer, je vais peut-être regretter, etc. C'est pour ça que dans les techniques, par exemple, quand on travaille aussi en PNL ou autre, on fait revenir les gens dans le passé, de ce qu'ils ont vécu, pour changer la perception qu'ils ont, le recadrage en fait, ou changement d'histoire de vie, tout ça. Mais en fait, on travaille toujours au présent. Et la personne revient et dit, ah ben, mon passé n'est plus pareil. Ben, c'est parce qu'en fait, au présent, tu n'as plus le même regard sur ton passé et tu n'as plus le même regard sur ton futur. Hein, ça va? Donc pour moi, on est toujours au présent. Après, il y a l'instant présent. Ça, c'est une autre approche. Mais pour moi, déjà, la ligne du temps, ce qu'on appelle en PNL, oui, mais en même temps, ce n'est qu'une représentation de comment on est en train de vivre l'instant présent, le moment présent. Donc la fonction du mental, ça va être de voyager, passé, présent, futur, hein, donc d'imaginer. Quand on est dans l'instant présent, ce qu'on appelle la pleine conscience, pour moi, c'est là où, quand j'ai fait la pleine conscience, j'ai pu encore mieux comprendre aussi l'hypnose. Et d'ailleurs, les gens qui faisaient de l'hypnose pensaient qu'ils faisaient de la pleine conscience. Quand on fait la méditation de pleine conscience, il y a des gens qui font par exemple des méditations, on fait des voyages, des rêves éveillés, etc., des voyages. Pour moi, c'est de l'hypnose. C'est-à-dire que, en fait, tu encourages ton corps à être ici et ton esprit ailleurs. Ça, c'est le phénomène de l'hypnose, c'est le phénomène de la dissociation. Dans la méditation de pleine conscience, comme l'a créé en tout cas Jon Kabat-Zinn, ramené aussi avec Thich Nhat Hanh, en France notamment, et d'autres, l'idée, là, c'était de dire, ce qu'il a ramené de plein de pays, hein, associé aussi à des pratiques de yoga, c'est de dire, en fait, je vis ce qu'on appelle des ingrédients, des composants, ce qu'on appelle des agrégats. Donc, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai des sensations, j'ai des ressentis, j'ai des perceptions. Je vois, j'entends, je goûte, je sens avec l'odorat, etc. Une des premières pratiques, par exemple, qu'on fait, c'est avec le grain de raisin. Un grain de raisin, dans la première pratique, on donne le grain de raisin, et donc forcément, qu'est-ce que fait le mental? Il dit, c'est un grain de raisin. Donc on va dire, on va tenter de explorer cet objet, mais le mental, lui, il nomme. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé, sélection, distorsion, généralisation, je compare avec ce que j'ai. Donc je suis plus dans l'expérience du moment que je suis en train de faire, comme si j'étais un martien, comme si j'étais un enfant qui découvrait. Un chien, il paraît qu'il est vraiment dans l'instant présent. Donc c'est pour ça que j'ai un cocker, je pense que ça me ramène dans l'instant présent. Il est dans l'instant présent. C'est pour ça que quand il fait une bêtise, il faut le prendre sur l'instant, parce qu'il ne réfléchit pas hein, sur ce qu'il a fait. Ou au contraire, s'il a fait quelque chose de bien. Donc, l'instant présent, c'est de dire, je suis présent aux phénomènes qui sont en ce moment avec moi, qui sont une sensation, des ressentis, des pensées, des émotions. C'est comme si j'avais un gâteau et que j'étais capable de regarder les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. S'il y a le gâteau, je commence à me raconter une histoire éventuellement. Si je commence à remettre les ingrédients, je regarde qu'en fait, ce gâteau est composé de plein d'ingrédients. Donc ma vie, elle est faite de plein d'expériences et le moment présent, c'est je goûte et je savoure et je suis conscient et présent de ce qui est là, ce qui se manifeste. Donc déjà quelque part, si j'étais moi dans l'instant présent et à ce moment-là, je dirais je peux voir que je vois. Je peux entendre que j'entends.
je suis conscient que j'entends ma voix. Si je commence à dire, ah oui, ma voix elle est moche, ou je suis dans le jugement, et ça se trouve, je suis en train de penser à papa qui me disait, ta voix est vraiment... Et donc là, en fait, je suis peut-être en hypnose déjà. Mm. Parce qu'en fait, quand je fais mon commentaire, est-ce que c'est un commentaire de moi? Est-ce que c'est un commentaire de mon père? Est-ce que Mm. c'est un commentaire de quelqu'un? Quand j'imagine et que je suis stressé par le futur, qui est stressé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes parents qui étaient stressés? Ou est-ce que, enfant, en fait, ben, j'ai eu des situations de stress et finalement mon système m'a entraîné à être stressé, à toujours anticiper. Je suis Ok. pas dans l'instant présent, je suis pas dans l'expérience du moment. Donc ma conclusion a été de dire, je suis presque tout le temps en hypnose. C'est pour ça que l'hypnose c'est facile, parce qu'on est Ah tout le oui, temps en hypnose. C'est plutôt être dans l'instant présent qui est plus. qui est pas évident. Mm. Être dans le moment là, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vis. Et donc c'est revenir au corps. Oui, c'est Toutes ce que les j'allais te approches, c'est revenir dire. au corps. La sensation, elle est ici au corps. Après, je vais nommer ce que je vis. Donc mon mental va s'y mettre. Donc la fonction du mental, de l'ego aussi, tout ça, c'est utile. Mm. Mais est-ce que je suis conscient pour qu'il soit utile au niveau où j'en ai besoin? Sinon, en fait, c'est lui qui va me piloter, et tu parlais du pilote automatique. Donc la pleine conscience, l'instant présent nous dit, est-ce que je suis en pilote automatique, donc je suis en hypnose? Je suis en hypnose. Ou est-ce que je suis à savourer, goûter le moment présent? Mais je suis toujours au présent pour moi. Mais je ne suis pas dans le moment présent. Mm. Je suis au présent, connecté au futur, au passé, etc. Je suis toujours au présent. Mais c'est juste que mon présent, je ne suis pas en train de l'honorer, de célébrer dans l'expérience que je vis. Je suis en train d'être connecté à quelque chose qui est dans ma mémoire, ou je suis connecté à quelque chose que je voudrais. Donc mon moment présent, je n'en fais pas une qualité de présence, une qualité de vie, j'en fais une préoccupation, j'en fais une, une, une angoisse, j'en fais... voilà, c'est ça en fait. Mais les deux, pour moi, c'est à combiner en fait. Mm. C'est Mm. cet état de moment présent et d'hypnose. C'est pour ça que dans l'hypnose, c'est comment je peux apprendre à utiliser mon état hypnotique de Oui. manière utile. Donc, mixte entre les deux, quand je vois que je suis en train de penser, je suis en train de penser à quoi? Mm. Et je prends conscience de ma pensée. Et à ce moment-là, je peux commencer à choisir la façon dont je vais penser. Si c'est une pensée qui est plus forte que moi, probablement qu'elle est reliée à mon passé. Alors, mon passé de vie, hein, on est d'accord? Mhm. Donc, c'est un programme passé, mais qui est présent ici, Mm. et que je peux aller revisiter d'où il vient. De moi, de mes parents, de ça. Parce que, en fait, là, je suis pas en train de vivre ma vie, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis clair dans ce que Oui, oui. j'explique, mais c'est ma perception, encore une fois, hein. C'est pas quelque chose qu'on m'a Si. transmis, c'est ma compréhension de ça. Mais ce que m'a vraiment, pour moi, fait la différence, c'est que si je suis pas en pleine conscience, je suis forcément en hypnose. Mm. Quand je te parle, je suis en hypnose totale. Je te parle de mes Oui. connaissances, quand je te parle, je me revois en ça, je me revois quand on était ensemble, ce qu'on a discuté, je vois des exemples, ça va vite, le cerveau, il va très très vite. Il se connecte, passé, présent, futur, tout. Mais je suis toujours au présent. Mais je suis en Mm. hypnose. Pour ça, on appelle ça le flow aussi chez le sportif. Hein, c'est vraiment, il Instant est de dans toutes ses grâce. capacités. L'instant de grâce, ça, il est en connexion avec toutes ses capacités. Mm. Ok. Non, mais je suis en train de réfléchir, enfin de réfléchir, le mental il est assez présent aujourd'hui aussi. C'est une sorte aussi de s'identifier à des expériences, à des sensations, à des pensées, Mm. et d'oublier qu'on est plus grand que ça. Mm. Et moi j'aime donner cet exercice d'essayer de fermer les yeux, d'observer son corps, d'observer ses émotions, d'observer ce à quoi on pense. Et là je pose la question, c'est qui observe tout ça? C'est ça. C'est qui observe, mais qu'on ne peut pas observer. Et si là, hop, on se connecte à qui suis-je vraiment, et que c'est mon corps, ce sont mes émotions, sont à moi, mais ce ne sont pas moi. Mm. Et on voit directement la différence. C'est ça. On se dissocie en fait de l'expérience, parce que je ne suis pas l'expérience que je suis en train de vivre. C'est ça. Et on a un regard différent, donc on agit différemment aussi par rapport à ce qui se passe. Donc revenir dans l'instant présent, c'est aussi une sorte de revenir dans son corps. Peut-être se donner des instants dans la journée où on doit revenir à soi. Chacun a sa propre méthode. Il y en a qui font la prière, la méditation, la respiration, la contemplation. Des fois, il suffit de regarder la mer ou la nature. C'est une sorte de retour aussi à soi, être là, vivre Oui. l'instant et savourer l'instant. C'est ça.
que cet instant soit agréable ou désagréable. Désagréable. Oui. C'est une expérience. C'est ça. Ouais. Moi, très longtemps, par mon profil Enneagramme qui m'a permis de mieux aussi, euh, comment dire, accueillir et comprendre Mm. ma structure. C'est que, forcément, plus porté vers l'agréable que le désagréable. Donc, fuir le désagréable, c'est une quête perpétuelle vers l'agréable, mais c'est une illusion. Oui, Et donc, la vie est faite de yin, de yang, d'ombre, de les deux. lumière, etc. Et pas l'un sans Et donc, l'autre. si je suis dans l'illusion, je suis pas dans la réalité. Donc, la réalité, elle est faite de confortable à inconfortable, mais les deux, quelque part, Mm. sont magnifiques. C'est le vivant. Oui. C'est un rappel qu'on est vivant. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est beau. Et on le dit toujours, hein, l'exemple, hein, c'est quand on a un problème de santé, c'est là qu'on se rend compte que la santé est importante. Donc, quand on va bien, gratitude. Ça, c'est une chose aussi super loin que je l'ai mis dans mes résolutions de cette année, Mm. même si je les avais déjà avant. Chaque année, en fait, je fais des récapitulations chamaniques dans le passage d'une année sur l'autre, et je fais mes vœux. Et au centre de mes intentions, j'en ai 5 grandes, hein, chaque année, et j'ai vraiment mis la gratitude, quoi. Et tous les jours, je prends du temps de gratitude quand je marche, je me réveille, ça. Je remercie mon corps, je remercie le marché, je Mm. remercie que je vois, je remercie qu'il y a de la couleur que je vois, je remercie qu'il y a, même quand il y a du vent, je remercie qu'il y a du vent, c'est du mouvement. Parce que, en fait, le cerveau, lui, dès qu'il a résolu un problème, et de toute façon, il y en a un autre qui veut résoudre, est-ce que aussi je peux prendre un temps? Donc c'est ça aussi, quand je comprends mon cerveau, je vais pas chercher à le changer. Je vais chercher à faire alliance avec lui. Lui, il Oui. aime bien résoudre. Mais si je lui dis pas et je prends pas le temps de magnifier, d'éveiller et de célébrer chaque chose que j'ai, ça se fera pas. Lui, il dit, bah, attends, on va le faire. Donc, qui pilote? C'est ça. C'est qui pilote. Qui autocommande? Il y avait un exercice comme ça, c'était en énagramme Gurdjieff. À chaque fois qu'on passait une porte, pas de porte, c'est dire qui commande, qui pilote. Est-ce Mm. que c'est moi ou c'est le pilote automatique? L'observateur intérieur en énagramme. En médiation, on a l'être médiateur, moi j'appelle ça l'être médiateur. On a l'espace du soi, le contenant, Mm. hein, qui accueille ses parties, qui observe. Donc, à l'intérieur de nous, c'est comment j'ai une partie inconditionnelle de moi-même qui est dans l'accueil, la bienveillance, la douceur. Développer de la douceur et de la délicatesse avec soi. Et ben ça, je pense que l'humanité en a vraiment besoin. Moi, le premier, hein, c'est que si déjà je m'apporte de la douceur et de la délicatesse, ça voudra dire que je pourrais déjà l'offrir à quelqu'un à l'extérieur. Donc ça, c'est bien. Je m'apporte. Et quand j'ai la douceur et la délicatesse, ça veut dire que là, à ce moment-là, je peux acquérir ma vulnérabilité, je peux acquérir ça, parce que je commence à ne plus être dans le jugement, je commence à être dans l'accueil que toutes les parties de moi, même si elles font, soi-disant mal, qui dit d'ailleurs qu'elles font mal, elles veulent quelque chose. Donc ça m'invite à aller chercher la partie, d'aller chercher la contribution qu'elles cherchent à avoir. Et à ce moment-là, Paix. paix. C'est ça, oui, merci de ce lien, c'est que plus je contribue à ma paix, plus je contribue à la paix dans le monde. Avant même d'avoir fait quelque chose à l'extérieur, si je contribue à ma paix intérieure, je contribue à la paix dans le monde. C'est ce que faisait Marshall Rosenberg, il contribuait à la paix. Et parce qu'il avait déjà contribué à sa paix intérieure, il prône vraiment l'auto-empathie. Et si vraiment j'ai de l'auto-empathie avec moi, je contribue déjà à la paix dans le monde. C'est qui a dit pour changer le monde, il faut changer soi-même? Gandhi, je pense. C'est Gandhi. Non? Gandhi ou Mandela ou Soyez le monde, ou je sais plus, oui. Voilà, mais c'est ça, c'est bien. Mais voilà. Hein. C'est grand de ce Commençons par monde, les nous-mêmes. grands de ce monde, c'est C'est ça. ça, les grands de ce monde. Ouais. Commencer par soi. Ouais. Peut-être tu disais que tu voulais partager aussi des retours de clients. C'est ça, oui. En fait, il y a un retour particulièrement que j'ai envie de partager. C'est une cliente qui m'a d'ailleurs demandé de le dire aujourd'hui, Ouais. de dire à quoi ça sert un accompagnement, de prendre, enfin, d'aller suivre une thérapie. Elle a raconté son propre parcours à elle. Elle m'a dit, c'est quand j'ai perdu le sens de la vie. Enfin, elle m'a dit, on agit. Après, j'ai écrit sa phrase pour ne pas justement, pour respecter ses propres mots. Elle m'a dit, c'est dans le choc qu'on réagit. C'est dans le désespoir total et la perte du sens. Là, ce sont ces mots. Et j'ai beaucoup aimé. Pour elle, elle m'a dit, c'est comme si il y a eu un détachement entre nous et la vie.
Et que c'était fort ce qu'elle a dit, et que l'accompagnement lui a permis de reconnecter ces deux-là. Elle m'a dit les gens, les personnes, elles se disent pas, tiens, il y a peut-être une solution, je vais aller me faire accompagner, peu importe leur choix, de toute façon un coach, un thérapeute, un psychologue, en tout cas l'accompagnement dans son sens large, et qu'ils attendent vraiment, vraiment de toucher le fond et de se dire, au pire des cas, il va rien se passer, au mieux, il y aura un changement. Et qu'après son accompagnement, elle me dit, limite, j'ai gagné 10 ans de vie. Et c'est vrai, à l'entendre parler, il y avait un avant et un après. Donc, je pense que si j'ai un message à transmettre aux personnes qui me suivent, c'est de leur dire que c'est possible de changer, que c'est possible d'aller mieux, et donnez-vous les moyens. Et que tout le temps, moi je le dis à moi, parce que si je devais revenir en arrière à la fille que j'étais il y a 20 ans, voire plus même, je serais allée lui dire, tu sais, Zulekha, tu as le choix. Parce que je croyais que je n'avais pas le choix. Parce que c'est une croyance, mais en final, j'avais le choix. Bon, j'avais pas le courage que j'ai actuellement, certainement, mais j'aurais aimé aller revenir là-bas et lui dire, tu as le choix. Donc aujourd'hui, à toutes les personnes qui nous écoutent, je pense, moi, mon message, c'est de leur dire, vous avez le choix. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre? Oui, je te rejoins. Oui, je me relie complètement à ce que tu dis. Euh, on a le choix. Oui. On a le choix. euh, on a le choix de choisir. Hein. Et si même on a, soi-disant, le sentiment d'un non-choix, vaut mieux que ça soit un choix de non-choix, mais ça serait un choix. Oui. Et que accéder au choix peut arriver, effectivement, comme tu le mentionnes. Certaines personnes vont aller en cours de leur vie, des petites alertes ou des interrogations, ou même si ça va bien, on peut aussi, quand tout va bien, se questionner sur ce qu'on voudrait voir évoluer. Mais d'autres ont peut-être parfois vont aller jusqu'à le choc ou le burn-out, la dépression. Comme le choc, c'est souvent les premières étapes du courbe du deuil. Oui. Ça va être l'événement qui va faire que je vais aller à la rencontre de moi-même. En fait, le choix va venir de quoi? Pour te rejoindre, c'est que j'ai toujours le choix parce que à partir de la rencontre de moi-même, je vais retrouver le choix. Oui. Si j'attends que le choix vienne de l'extérieur, les gens, eux, ils veulent que, grosso modo, tu sois à mon service, quoi. Si moi, je fais le choix de me rencontrer et de me prioriser, hein, souvent les gens confondent avec égoïsme, tout ça. C'est pas la question, c'est tu es la personne la plus importante, et toutes les personnes sont importantes, mais tu es la plus importante à tes yeux. Donc à partir du moment où je fais le choix de me choisir et de vraiment mener ma vie avec ce qui vraiment est bon pour moi, je saurai du coup apporter du bien autour de moi. Et je saurai aussi rencontrer des gens, quand ils vont bien, quand ils vont pas bien, comment ils peuvent aller mieux. Mais c'est toujours nous qui avons la réponse à partir de la rencontre de soi. C'est là où est le choix, ouais. C'est le choix de se choisir soi pour ensuite avoir le choix à l'extérieur. Sinon, on rentre dans du non-choix. Ou même à l'intérieur du choix, du non-choix. Hein. Encore une fois, je sais pas, j'ai plus que mon père est d'Alzheimer, personne ne s'en occupait. J'ai l'impression de ne pas avoir d'autre choix que de m'occuper de mon père, mais je peux le magnifier en disant je fais le choix de son non-choix et ça devient encore une fois une mission. Et qu'est-ce que ça dit de moi en fait? C'est parce qu'en fait ça parle que d'amour, ça parle aussi que si on revient dans les familles, les parents dans l'ordre des choses, les parents s'occupent de leurs enfants. C'est pas aux enfants de s'occuper de leurs parents. Mais après, ça peut s'inverser. Hein. On prend soin de ses parents après. Hein. Donc ça, c'est la nature qui veut ça. C'est pas une volonté du conscient c'est la nature en fait. Et la nature est bien faite. Et donc, je pense qu'on retrouve le choix quand on retrouve sa vraie nature. Et sa nature profonde, c'est le petit être qui est né, qui fait que le vivant a voulu que un spermatozoïde et une ovule se rencontrent pour créer du vivant, quoi. C'est quand même impressionnant que division cellulaire et qu'on se retrouve à petit avec l'organogénèse, donc l'évolution du bébé, comment tous les organes se font. Enfin, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc si on est là, c'est qu'on a notre place
et puis on est la personne la plus importante. C'est Donc une je te belle rejoins parole. complètement. J'aime bien, on est la personne la plus Ouais, importante. Si on est là, donc on a sa place. J'aime ouais, beaucoup. ouais. Donc j'ai envie de te dire merci d'avoir honoré cet espace par ta présence. Merci pour tous les partages. Merci d'être ici, présent. Merci pour cette ouverture. Merci pour tous les conseils et toutes les informations que j'espère en tout cas vont contribuer aux personnes qui vont écouter et regarder cet échange. Mais avant de finir, j'aimerais te faire tirer une carte du coffret Kélimet. Qui est l'oracle que tu as créé? C'est ça, par inspiration. Donc, on va essayer de faire Ça y est, qui est rapidement enfin ça. prêt. J'avais eu le prototype et T'as vu le prototype, oui. ouais. Et là, Et ça y est, là, c'est la il est en version finale. diffusion, il est accessible pour tout le monde. C'est ça. Et j'ai la joie de pouvoir. Hop là. Alors. Et en vous-même, n'observez-vous donc pas. Affirmation. Je me reconnecte à mon intérieur, là où résident les vraies réponses. Hein? Incroyable, non? Joli. C'était ce qu'on partageait il y a quelques instants.